Merci beaucoup. Alors, je remercie aussi Madame Bérangère Thomas d'être venue. Madame Bérangère Thomas est la responsable, présidente fondatrice de la Maison des Amis de Verlaine à Metz. Merci à Antonella Braida de m'avoir présenté. Donc, je vais vous parler de Paul Verlaine au prisme de Rubén Dario. Je vais rappeler brièvement leur biographie respective avant d'étudier les domaines littéraires et poétiques qui les rapprochent. Verlaine, l'aîné, a une vie qui peut être divisée en trois grandes périodes. Sa naissance à Metz et sa jeunesse parisienne. Il publie les poèmes saturniens en 1866, il se marie, il participe à la Commune comme garde national, il fuit les Versaillais avant la Semaine sanglante, et puis c'est son escapade avec Rimbaud qui inaugure sa deuxième période, une période d'errance, où après l'Angleterre, la Belgique, un séjour en prison, il passe par différentes sensibilités politiques, dirons-nous par euphémisme, différents états physiques et psychologiques également. Et la troisième période, qui couvre plutôt les années 1885 jusqu'à la fin de sa vie, Verlaine est un bourgeois pauvre mais couronné de succès, et il sombre dans l'alcoolisme et la maladie, avant de mourir d'une pneumonie en 1896. Quant à Rubén Darío, qui est un poète d'origine nicaraguayenne, il est né à Metapa, il est éduqué chez les jésuites à Léon, donc il est né en 1867, il y a 23 ans d'écart. Il est précoce en tout, à 12 ans il publie ses premiers poèmes et il puise ses influences chez les auteurs français, chez les poètes français notamment, Paul Verlaine, Victor Hugo, d'autres poètes parnassiens. Il émigre au Chili à 19 ans, en 1886, de là il va publier Azul, son premier recueil de contes et de poèmes, en 1888, et Azul est un moment clé du modernisme hispanophone, je reviendrai dessus, et il est salué avec José Martí, le cubain, comme la figure tutélaire du modernisme de langue espagnole. Dario voyage ensuite comme journaliste, puis comme consul en Amérique latine et dans de nombreux pays d'Europe, une bonne douzaine, Espagne, Allemagne, Italie, pays d'Europe de l'Est, Angleterre et bien sûr en France, donc ce qui est assez rare pour un homme de la fin du 19e siècle. Et il publie en 1896 Prosas Profanas, prose profane, et en 1905 Cantos de Vida y Esperanza, chants de vie et d'espérance. Et rongé par l'alcool et la maladie, comme Verlaine, il retourne au Nicaragua pour mourir dans la ville où il a grandi, à Léon, et il y meurt en 1916, soit 20 ans pile après Verlaine. Pour donner un exemple de son importance, Jorge Luis Borges rend un hommage à Dario en ces termes. Dario a tout rénové, le sujet poétique, le vocabulaire, la métrique, la magie particulière de certains mots, la sensibilité du poète et de ses lecteurs. Son travail n'a pas cessé et ne cessera pas. Ceux parmi nous qui l'ont combattu autrefois comprennent aujourd'hui qu'il le continue, que nous le continuons tous. Nous pourrions l'appeler le libérateur. Alors plus spécifiquement sur ces échanges culturels et littéraires entre ces deux poètes, d'abord du côté de Verlaine. Verlaine a certes moins voyagé, mais il a séjourné en Angleterre, et certains de ses titres sont d'ailleurs en anglais, comme Birds of the Night, en Belgique. Verlaine est bien sûr anglophile, mais il est aussi hispanophile. Dans ses confessions, il raconte comment, enfant, il joue avec le fils du concierge espagnol. Il aime bien boire au Café de Madrid, à Paris. En classe de seconde, il compose une ode à Don Quichotte. Et plus tard, il cite le Cervantes des Nouvelles Exemplaires dans Romance sans parole. Dans Amour, parallèlement, il compose un poème pour célébrer Calderón, à propos du centenaire de Calderón, et un caprice au sens de caprice de Goya. Il se décrit comme hablant espagnol, donc cite pour hablant du verbe hablar en espagnol, qui veut dire français, qui veut dire parler en français, et bien sûr le mot français hableur. Encore jeune, il prend un pseudonyme espagnol, Pablo de Erláñez, pour publier en 1867 le recueil érotique Les Amis.
Il connaît le dramaturge et poète Luis de Góngora et prévoit de traduire certaines de ses pièces, ainsi que les pièces de théâtre de Pedro Calderón. Dario, qui semble avoir discuté un petit peu, peut-être quand même avec Verlaine, ou lu quelques éléments de l'espagnol de Verlaine, se moque gentiment de lui en disant Verlaine hacía creer que conocía el espagnol. Verlaine faisait croire qu'il savait parler espagnol. Quant à Rubén Darío, il est francophile et francophone. Son préfacier, son contemporain Federico Barella dans Azul souligne son esprit cosmopolite et s'exclame qu'il y a énormément de français et d'influence française dans ses poèmes, qui sont des poèmes en prose et des poèmes en vers. Et Varela souligne que Dario a saturé son recueil d'échos à la littérature française contemporaine, donc du XIXe siècle, et il cite Hugo, Lamartine, Musset, Baudelaire, Lecomte de Lille, Gautier, Sully Prudhomme, Zola, Catulle Mendes, Goncourt, Flaubert, et bien sûr Verlaine. Dario compose parfois en français, j'en donnerai tout de suite un bref exemple, c'est un poème bref. On s'intitule Pensée, c'est un quatrain. Les yeux à l'horizon, sublime de l'histoire, j'étais sous un grand souffle peuplé d'illusions. Et j'ai vu frémissant ta palme d'or, ô gloire, et j'ai écouté, ô femme, F-A-M-E pour la gloire, ô famé du latin, la voix de ton clairon. Dario est ouvert sur le monde, il a beaucoup voyagé, il explique « J'ai vécu en Espagne, la mère patrie, et j'ai vécu en France, la patrie universelle ». L'éditrice de ces voyages d'un cosmopolite extrême, notez le titre, souligne qu'il y a 3 grandes catégories d'articles journalistiques. Un premier qui regroupe les écrits dans lesquels Dario fait jouer l'écart culturel entre le monde latin et le monde européen. Le monde latin de son lectorat. Deuxième groupe consiste à revisiter un lieu et à élaborer un contraste temporel entre la vision antérieure et la vision actuelle de ce lieu. Et le troisième groupe d'articles est un groupe de chroniques qui porte sur la modernité du monde, notamment à travers les différentes expositions universelles qu'il a pu voir à Paris et à Londres. Dario est particulièrement fasciné par Paris, la ville lumière et ses activités innombrables et incessantes. Alors, quelques points communs entre Paul Verlaine et Rubén Darío. Commençons de façon simple, l'alcool. Verlaine, dès ses 18 ans, admet un goût d'humanité qui ne va pas sans honte, comme il le dit dans Amour parallèlement. Et il revendique son penchant pour la boisson dans son autobiographie intitulée Confession. Puisque décidément je suis entré dans la via dolorosa des plus intimes aveux et que je me plais dorénavant à cette franchise qui fait l'honnête homme, parlons du peut-être seul vice impardonnable que j'ai parmi tant et tant d'autres, la manie, la fureur de boire, là. D'abord, j'ai bu beaucoup quand j'allais chez mon oncle à Fancou, près d'Arras. Delbrun, Eschenblinck et Nief, sans compter les bistoules, mots amusants puisque patoisants, mais choses dures, même pour un estomac de 20 ans et déjà préjudiciable à une tête déjà en l'air. Et il explique qu'à cette époque, je me saoulais carrément sous le vain prétexte que ça faisait pisser. Il explique dans Jadis et naguère, dans un vers, « Ah, si je bois, c'est pour me saouler, non pour boire ». Quant à Dario, il avait aussi un penchant pour la boisson, qui l'emporta également à la fin de sa vie. Et lors de sa jeunesse, lorsqu'il était jeune adulte, certains biographes rapportent qu'il épousa sa première épouse ivre. Alors son amante, elle était enceinte d'un autre homme, mais elle l'aurait fait boire avant de faire venir son frère, qui a menacé Rubén Darío de lui casser la figure s'il n'épousait pas sa sœur enceinte. Et Dario, donc affaibli par l'alcool qu'avait fourni son amante, a accepté de l'épouser. Un prêtre avait été prévu, qu'ils ont fait entrer par la porte, et donc il l'a épousée. Il a divorcé assez rapidement ensuite. Et donc c'est sous cet augure que Dario rencontre Verlaine en 1893. Dario a 26 ans, Verlaine en a 49. Dario se souvient de ce moment extraordinaire. Il raconte « Un de mes grands désirs était de pouvoir parler à Verlaine. Un soir, au Café d'Harcourt, donc vous pouvez voir ici
Verlaine. Et j'ai une photo du Café d'Harcourt pour immortaliser ce grand moment, cette rencontre importante pour Rubén Darío. Et un soir, au Café d'Harcourt, nous rencontrâmes le faune entouré d'acolytes équivoques. Nous nous approchâmes avec Sawa, un ami poète et bohème, et je me présentais. Poète américain, admirateur, etc., murmurai-je en un mauvais français, avec toute la dévotion qui m'était possible. Et je conclus sur le mot gloire. Qui saura ce qui était arrivé ce jour-là au maître malchanceux? Il me dit d'une voix basse et pectorale: la gloire, merde, merde encore! Je crus prudent de me retirer et d'attendre de le voir lors d'une prochaine occasion plus propice. Je n'y parvins jamais, parce que les soirs où je le rencontrais à nouveau, il se trouvait plus ou moins dans un état semblable, et cela en vérité était triste, douloureux, grotesque et tragique. Pauvre, pauvre Lélian, priez pour le pauvre Gaspard. Le poème saturnien, parallèlement, décrit l'état d'esprit querelleur que Verlaine a souvent lorsqu'il se trouve sous, et peut-être dans lequel il se trouvait lorsque Darío lui adressa la parole. Ce qui n'empêche pas Rubén Darío, bien compréhensif, d'écrire un poème hommage composé juste après la mort du poète français en 1896, poème qui paraît dans Prosas Profanas, et qui décrit Paul Verlaine comme, ça commence comme père et maître magique, lyrophore céleste, donc porteur de la lyre, et il le décrit comme le dieu Pan, comme un satyre spectral, et dans une image syncrétique, le poème évolue vers une image de la passion christique, dans lequel se trouve représenté Verlaine. Donc montrant l'importance de modèle que Verlaine représente pour Darío. Cette montée au calvaire et cette transposition christique de Verlaine par Rubén Darío m'amène à un autre élément, un autre point commun, c'est la religion. Verlaine, après son passage en prison, devient franchement réactionnaire, légitimiste, boulangiste et ultramontain. Il estime que le pape décide et non le gouvernement français en matière de religion, donc, comme il l'expose dans Jadis et naguère et à nouveau dans Sagesse. Darío, lui, va se rendre au Vatican et monte au paradis lorsqu'il a la possibilité d'avoir un entretien avec le pape et qu'il embrasse la main du pape, qu'il compare à 5 pétales de rose dans un de ses articles. Le titre de son recueil, Prosas Profanas, d'ailleurs, est un terme qui vient de la religion catholique, les proses ayant le sens d'hymne latine, où la rime et le nombre des syllabes remplacent la quantité, et que l'on chante à la messe immédiatement avant l'évangile. Mais, comme le dit très bien Verlaine, parallèlement à la religion, il y a toute une dimension de ferveur qui n'est pas que religieuse et qui mêle amour et érotisme. On retrouve cette même veine chez Rubén Darío. Donc le recueil Les Amis, par exemple, de Paul Verlaine est peut-être le recueil qui contient le plus de poèmes érotiques, mais on retrouve différentes évocations, différents passages à travers toute son œuvre poétique. Je vais lire la première strophe du poème Primaveral, printanier, de Rubén Darío. Moi, des roses, mes rimes vont en ronde vers la vaste forêt, cueillant miel et arômes dans les fleurs entr'ouvertes. Aimé, viens, le grand bois est notre temple, y ondoie et flotte un saint parfum d'amour. L'oiseau vole d'un arbre à l'autre et salue ton front rosé et beau comme une aube. Et les chênes robustes, altiers, superbes, agitent quand tu passes leurs feuilles vertes et tremblantes, et inclinent leurs branches comme pour laisser passer une reine. Ô mon aimé, voici venir le doux temps du printemps. Et la promenade continue dans la forêt.
Les amours sont mis en scène aussi dans différentes fêtes, dans différents moments de fêtes. Les fêtes galantes, bien sûr, c'est le titre du recueil de Verlaine de 1869, qui expose des bergères, des promenades au bord de l'eau. Mais en 1885, Verlaine souligne son évolution. Il rappelle qu'il est un homo duplex, et il l'évoque dans son recueil Amour parallèlement. Et il explique qu'il ne parle pas que de bergères, et c'est tant mieux. Donc, voici ce que Verlaine décrit pour son évolution. Plusieurs parmi les très aimables poètes nouveaux qui m'accordent quelque attention regrettent que j'ai aussi renoncé à des sujets gracieux, comédies italiennes et bergerades contournées, oubliant que je n'ai plus 20 ans et que je ne jouis pas, moi, de l'éternelle jeunesse. L'amour physique, par exemple, mais c'est d'ordinaire tout pomponné, tout frais, satin et rubans et mandolines, rose au chapeau, des moutons pour un peu, qu'il apparaît au printemps de la vie. Plus tard, on revient des femmes, et vivent alors, quand pas la femme, épouse ou maîtresse rara avis, les nues filles, pures et simples, brutales ou vicieuses, bonnes ou mauvaises, plus volontiers bonnes. Et puis il va si loin parfois l'amour physique dans nos têtes d'âge mûr, quand nos âges mûrs ne sont pas résignés, y ayant ou non des raisons. Rubén Darío propose des chansons de carnaval dans Prosas Profanas, et dans ses articles sur les différentes expositions universelles qu'il montre à Paris, il décrit différents bals auxquels il peut assister. Cet amour, bien sûr, cette représentation va jusqu'à l'érotisme, ou ce que Rubén Darío appelle hyperesthésie humaine et sensuelle. Hyperesthésie humaine et sensuelle. Verlaine s'intéresse très tôt à la sensation rendue, c'est l'expression qu'il utilise dans une lettre à Mallarmé de 1866, à la sensation rendue, aux langueurs, c'est le titre d'un poème de Jadis et naguère, et puis il s'en détourne petit à petit. C'est l'occasion pour lui d'écrire d'ailleurs un poème intitulé Hombres, qui reste dans cette veine érotique, où la luxure le dispute à la lubricité. On retrouve aussi dans Billet à Lily, par exemple, dans Amour parallèlement. Darío, lui, développe une géographie érotique avec des poèmes intitulés Désir, Lait, L-A-Y, Flirt, Toison, par exemple. De l'érotisme à la conception poétique, il n'y a qu'un pas pour ces poètes. Karl Mohr, un critique contemporain de Verlaine, explique en 1882 « Le système de Verlaine, c'est l'obscurité voulue, des beaux yeux derrière des voiles », à propos de Jadis et naguère. Verlaine surenchérit en revendiquant la nuance et la musique, et la rime qui, je cite, supplée au défaut du nombre grec, latin, allemand et même anglais, se mettant du côté de Baudelaire qui, je cite à nouveau, préféra toujours la rime rare à la rime riche. Donc je vais passer maintenant à différents aspects thématiques qui rapprochent les deux poètes, une certaine conception de la poésie. Tout d'abord, des sources communes, des sources françaises communes, comme Victor Hugo et le Comte de Lille. Verlaine se situe ainsi dans la tradition littéraire française. Le Parnasse de 1866, cette arrière-garde du romantisme, avant-garde à son tour d'un art nouveau, écrit-il à propos de Sagesse, à l'époque de Sagesse. Dans le prologue à Azul, l'ami de Rubén Darío, Eduardo de la Barra, met en avant toute la gamme du poète nicaraguayen. Il cherche les faits, il cherche le succès dans la nouveauté, et l'éclair s'associe à la poudre, le grand naturel au petit artificiel. Victor Hugo à Verlaine, la légende des siècles au poème saturnien. Verlaine, dans le prologue des poèmes saturniens, revendique pour le poète « L'amour du beau, voilà sa foi, l'azur, son étendard, et l'idéal, sa loi. Et plus loin, nos rêves sont d'azur, souhaitant voler de vers l'infini bleu. » C'est se placer sous la protection de Victor Hugo que Rubén Darío revendiquera également en disant que le titre Azul, son premier recueil de 1888, venait de l'auteur des Contemplations, avant de préciser dans l'histoire de mes livres, qu'il a publié en 1913, que le bleu représente pour lui, je cite, la couleur du rêve,
la couleur de l'art, la couleur hellénique et homérique, couleur océanique et digne du firmament. Autre élément poétique, c'est bien sûr la musique et la musicalité. Verlaine clame qu'il n'a pas fait de théorie en 1890, mais bien sûr, nombre de ses poèmes sont des ars poetica. Voilà, si je peux trouver l'illustration que j'ai choisie pour Verlaine pour nous rappeler sa prestance. Comme son célèbre art poétique publié dans Jadis et naguère, dans ses confessions, il explique qu'il cherche des nuances presque infinitésimales qui ont à mes yeux leur importance très sérieuse. Il développe des chansons avec des mètres impairs, des répétitions, des thèmes entrecroisés, notamment dans Fête galante, dans Jadis et naguère, avec 11 poèmes en vers impairs et un sonnet de 13 syllabes, intitulé Le sonnet boiteux. Rubén Darío répond au jeu avec un sonnet boiteux de sa composition, qui compte aussi 13 vers au lieu de 14. Et le voici, donc traduit en français. Le sonnet de 13 vers. De la jeunesse en son innocence, que garder si ce n'est le subtil parfum, essence de son avril, la plus merveilleuse des essences. À se lamenter en ma conscience demeura d'un ivoire indocile un conte que je tirais des 1001 nuits de mon existence. Scheherazade tomba de sommeil. Il méditait encore le vizir. Dinarzade oublia le soleil. Pourtant l'oiseau bleu a pu revenir. Mais néanmoins, toujours, quand, et à la suite de ces points de suspension, le poème s'arrête. Rubén Darío explique qu'il s'est inspiré de cette rythmique musicale de Verlaine, et notamment pour un poème qui commence par Era un aire suave, c'était un air doux, et il explique dans un texte associé aux proses profanes, c'est un air suave, doux, sucré, qui suit le précepte de l'art poétique de Verlaine, de la musique avant toute chose. Donc il a écrit de la prose poétique, notamment dans une série de contes qu'il place au début de Assoul. En voici un exemple. La chanson de l'or. Chantons l'or, roi du monde, qui partout où il va apporte le bonheur et la lumière, comme les fragments d'un soleil dépecé. Chantons l'or qui naît du ventre fécond de la mère terre, immense trésor, lait blond de ce sein gigantesque. Chantons l'or, torrent fortuné, source de la vie, qui rend jeunes et beaux ceux qui se baignent dans ses courants merveilleux, et vieillit ceux qui ne jouissent pas de ses flots. Chantons l'or parce que c'est de lui que l'on fait les tiares pontificales, les couronnes des rois et les sceptres impériaux, et parce qu'il coule sur les mantes tel un feu solide, et inonde les capes des archevêques, et resplendit sur les autels, et soutient le Dieu éternel sur les ostensoirs rayonnants. Ça continue sur plusieurs pages. Le poème Era un aire suave, traduit en français, je vais lire les quatre premières strophes, donc inspiré de la musique avant toute chose. C'était un air suave, aux tournures posées. Leur vol était rythmé par la fée harmonie, et des phrases légères et de faibles soupirs parmi les sanglots des violoncelles glissaient. Sur la terrasse, à côté des branchages, on aurait dit un trémolo de lyres éoliennes, quand dressés sur leurs hampes, les blancs magnolias caressaient les habits soyeux. Simultanément, la marquise Eulalie alternait rires et froideurs envers deux rivaux. Le vicomte blonde des mises en duel et le jeune abbé et ses madrigaux. Non loin, couronné de pampres, riait sous son masque un terme barbu, et, tel un éphèbe aux airs de fille, une Diane montrait son marbre nu. Le poème, qui est assez long, se poursuit. Et, Darío écrit un autre poème qui s'intitule « Aime ton rythme », « Ama tu ritmo »,
Et il mentionne le poème Chevaux de bois de Verlaine, les petits chevaux carros al humilde Verlaine, les petits chevaux chers à l'humble Verlaine, comme une de ces poèmes qui lui restent, qui l'ont beaucoup marqué. On retrouve comme élément en partage chez ces deux poètes des jeux métriques qui reposent sur l'oralité. Verlaine écrit par exemple dans Poème saturnien le sonnet renversé Résignation en décasyllabes, où il propose des coupes enjambantes à l'intérieur de ces décasyllabes qui manifestent, qui mettent en scène son souvenir et son effritement. Le Poicre, dans Romance sans parole, est particulièrement intéressant sur les effets d'oralité, dans la mesure où il mêle certains mots d'argot, le Poicre étant une personne très sale, laide et repoussante, donc poème de Verlaine. Avec les yeux d'une tête de mort que la lune encore décharne, tout mon passé, disons tout mon remords, ricane à travers ma lucarne. Avec la voix d'un vieillard très cassé, comme l'on n'en voit qu'au théâtre, tout mon remords, disons tout mon passé, fredonne un tralala folâtre. Avec les doigts d'un pendu déjà vert, le drôle agace une guitare et danse sur l'avenir grand ouvert d'un air d'élasticité rare. Vieux turlupin, je n'aime pas cela, tais ses chants et calme ses danses. Il me répond avec la voix qu'il a, j'ai moins drôle que tu ne penses, et quant aux soins frivoles, ô cher morveux, de te plaire ou de te déplaire, je m'en soucie au point que, si tu veux, tu peux t'aller faire l'enlaire. Quant à Dario, le titre Chant de vie et d'espérance, il indique déjà sa volonté de chanter, donc d'oraliser rythmiquement ses poèmes. Et il s'intéresse au secret de tout rythme, comme il l'explique plus tard dans Prose profane, au point de vouloir imiter le rythme de l'eau dans le poème La Fontaine, ou encore dans Marine, parce qu'il est à la recherche de la musique interne de différents éléments. Autre thème commun aux deux poètes, cette fois des aspects plus thématiques et moins formels, les saisons, l'automne, le temps et la fatalité. Verlaine publie une chanson d'automne dans ses poèmes saturniens. Dans Sagesse, c'est tout un cycle des 4 saisons qui est mis en scène dans le livre 3 de ce recueil. Dario publie un poème intitulé L'année lyrique, qui passe en revue justement les humeurs selon les saisons. Et la chanson d'automne au printemps est une manière aussi de manifester une sensibilité particulière selon les saisons. Où le poème est assez long, je ne vais pas le lire, mais c'est une espèce d'autobiographie en 2 pages et en rime. Verlaine se décrit de façon célèbre comme un poète maudit, c'est lui qui forge l'expression, et marqué par la fatalité. Il est caricaturé par un ami en Ananké, donc il veut dire la fatalité, et c'est le titre d'un poème de Rubén Darío, Ananké justement. C'est assez court, et donc je peux lire. Et la colombe dit, je suis heureuse, sous le ciel immense, dans l'arbre en fleurs, près du bourgeon gorgé de miel, près du gourmand tendre et de rosée humide, j'ai mon foyer. Et je vole avec mes désirs d'oiseau, de mon arbre adoré jusqu'au bosquet lointain, lorsque, à l'hymne paisible du réveil de l'Orient, apparaît l'aube nue, et au monde dévoile la pudeur de la lumière sur son front. Mon aile est blanche et soyeuse, la lumière la dore et la baigne, et Zéphyr la peigne. Mes pieds sont des pétales de rose. Je suis la douce reine qui, dans la montagne, roucoule à son tourtereau. Dans les profondeurs du bois pittoresque se trouve le cèdre où j'ai bâti mon nid, et j'ai là sous le feuillage frais un poussin nouveau-né unique. Je suis la promesse ailée, le serment incarné. Je suis celle qui apporte le souvenir de l'aimer à l'amoureux pensif. Je suis la messagère des tristes et ardents rêveurs, qui va, disant l'amour, voleter près d'une chevelure parfumée. Et là, dans la suite du poème, le faucon engloutit
son enfant. Donc on a une reprise du mythe de Niobé avec ses 7 enfants. Alors le bon Dieu, là-bas sur son trône, tandis que Satan, pour distraire sa rancœur, applaudissait l'oiseau hagard, se mit à méditer. Il fronça le sourcil et pensa, se rappelant ses vastes plans, révisant tous ses points et toutes ses virgules, que lorsqu'il créa les colombes, il n'aurait pas dû créer les faucons. D'autres aspects de cette poétique de la fatalité apparaissent dans L'eau fatale, Le Fatal, un autre poème de Rubén Darío. Et cette dimension de fatalité apparaît également dans un autre domaine qui est celui des rêves. Je pense à Mon rêve familier, publié dans les poèmes saturniens, qui décrit la nature obsédante du rêve par divers procédés de répétition, comme la reprise des mots, la récurrence même de phonèmes, ou le poème Nevermore, ou encore Kaléidoscope dans Jadis et naguère, et enfin Ballade en rêve dans Amour et parallèlement, pour citer les plus connus sans doute. Quant à Rubén Darío, il écrit un poème en prose intitulé Le voile de la reine Mab, inspiré du rêve de Mercutio dans Roméo et Juliette de Shakespeare, et repris aussi bien sûr par Percy Shelley. Dans Prose profane, Rubén Darío écrit un poème avec un titre anglais, Dream, le poème est en espagnol. Autre dimension qu'on retrouve dans les rêves, mais transposée aussi sur un mode éventuellement réaliste, c'est la dimension picturale, les ekphrasis. Verlaine, dans Poème saturnien, intitule un de ses poèmes Eau forte. Il compose des paysages tristes, des soleils couchants, pour citer des titres connus. Darío s'intéresse aussi à des descriptions de paysages, c'est le titre d'un de ses poèmes dans Azul, Paisaje. Un autre poème s'intitule Agua Fuerte, reprise de Eau forte de Verlaine. Watteau est un peintre de référence aussi bien pour Verlaine que pour Darío, qui écrit un portrait de Watteau, un retrato de Watteau dans Azul. Les éléments de synesthésie que l'on peut retrouver dans certains poèmes de Verlaine, par exemple dans son art poétique, il appelle son art une chanson grise, associant couleur et son. Et Darío écrit en réponse sans doute une symphonie en gris majeur. Symphonie en gris majeur. La mer, comme un vaste cristal étamé, reflète la lame d'un ciel de zinc. De lointaines volées d'oiseaux noircissent le fond bruni d'un pâle gris. Le soleil, comme un ver rond et opaque, chemine d'un pas de malade vers le zénith. Le vent marin se repose à l'ombre avec son clairon noir pour oreiller. Les ondes qui meuvent son ventre de plomb sous le quai semblent gémir. Assis sur un filin, fumant sa pipe, un marin est là, songeant aux plages d'un vague, lointain et brumeux pays. On peut commenter sur le vague, qui est aussi une valeur de Verlaine. Ce loup est vieux. Les rayons de feu du soleil brésilien ont bruni son visage. Les violents typhons de la mer de Chine l'ont vu boire sa flasque de gin. Il y a longtemps que l'écume imprégnée d'iode et de salpêtre connaît son nez rouge, ses cheveux crépus, ses biceps d'athlète, son bonnet de toile, sa veste de coutil. Dans les volutes de fumée de son tabac, le vieillard voit le lointain et brumeux pays, où par une après-midi chaude et dorée, voile tendu, partit le brigantin. Sieste du tropique, le loup s'endort, les gammes de gris déjà tout enveloppent. On dirait qu'une estompe énorme et suave efface les contours de l'horizon courbe. Sieste du tropique, la vieille cigale essaie sa guitare rauque et sénile, et le grillon prélude un solo monotone sur l'unique corde de sa viole. Donc on peut voir en conclusion que Darío, tout en restant à l'écoute de la production de Verlaine, est sans doute resté à des thématiques qui sont plutôt représentées dans la poésie du jeune Verlaine, notamment l'aspect érotique et l'aspect des bergerades, pour reprendre l'expression de Verlaine. En même temps que j'ai étudié Paul Verlaine au prisme de Rubén Darío,
c'est bien sûr une conférence sur Rubén Darío au prisme de Paul Verlaine, puisqu'il y a bien sûr d'autres aspects à la poétique de Rubén Darío. Je terminerai en citant un poème français qui rassemble les différents thèmes évoqués: érotisme, passage des saisons, fatalité, amour, art et beauté. Chanson crépusculaire. Le bois vierge éveillé, de sa langue sonore, chante tout frémissant la chanson de l'aurore. Vibrent les jeunes arbres, éclate la lumière qui décore le front de l'aube printanière. Dans une gloire d'or, semblable à un empereur, le grand soleil caresse et l'oiseau et la fleur. Ô sève, ô volupté, je vois un noir taureau manger de la pâture au bord d'un frais ruisseau, tandis que sur des feuilles où la lumière tombe, à plein air, amoureuse, roucoule une colombe. Là-bas je vois la mer grisâtre et l'horizon doré par le matin, et là-bas le vallon. Partout la joie de vie comme un souffle mystique, partout l'ivresse ardente, l'haleine du tropique. On dirait une fête suprême, un plaisir pur, sous le regard profond de l'éternel azur. Donc certains échos pourraient paraître vers les miens, et c'est pourtant un poème de Rubén Darío, écrit en français. Je vous remercie pour votre attention. Moi, j'ai 36 minutes. J'ai pas lu tous les